Je suis heureux, au nom du Livre sans frontières, d'ouvrir cette soirée. À l'origine, il y a 2 ans, je crois, Mariette avait eu la gentillesse d'inviter 2 ou 3 de ses amis pour une petite soirée poétique très agréable. Je me souviens que Hélène était là, bon, nous étions quelques-uns. Et puis, Mariette a rejoint l'association Livres sans frontières. Et elle nous a proposé, pour le Printemps des poètes, d'ouvrir l'espace de la jardinerie pour une manifestation. Et alors Dieu sait si nous avons été heureux, puisque nous souhaitons toujours que nos manifestations puissent attirer les autres, que l'on puisse faire, en quelque sorte, exporter la poésie un petit peu partout. Et alors en plus, exporter la poésie au milieu des fleurs, pensez donc. Alors, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. La première partie de cette soirée sera assurée par les amis de Mariette. Mariette, je te passe la parole. Merci Jean-Marc. Bonsoir et merci d'être venus si nombreux. Alors, j'écris moi-même de la poésie. Donc, j'ai été en plus nommée prix des Remparts cette année au Salon du Livre de Navarinx. J'ai écrit 2 ouvrages qui traitent de l'éternel recommencement. Ça s'appelle Ginkgo biloba. Enfin, l'œuvre, c'est un binôme poétique. Alors, l'éternel recommencement est très proche du thème de l'ardeur, qui est le thème donc choisi nationalement pour le Printemps des poètes cette année. Et j'avais envie de vous faire cette petite, vraiment micro-conférence pour échanger avec vous en tant donc qu'auteur et en tant que poétesse sur le mot ardeur. Et pour vous résumer aussi les échanges que j'ai pu avoir avec mes amis de Livres sans frontières. Ardeur, quand le thème est tombé, pour ne pas mentir, tout le monde était assez perplexe. Et un jour, Chantal Cambronne, notre doyenne de Livres sans frontières, ici présente, m'appelle. Alors c'était un matin où j'étais entre sommeil et réveil, entre rêve et réalité, bref, au beau milieu d'un moment d'inspiration. Et à ce moment-là, j'ai pu lui exprimer tout ce que le mot ardeur signifiait pour moi. L'ardeur pour moi n'est pas que passionnelle. Il y a 2 visages au mot ardeur. Il y a le côté désintéressé, bien sûr, de l'ardeur, donc la passion, l'insouciance aussi, qui donne envie de réaliser ses rêves d'enfant, par exemple. Mais il y a aussi le côté intéressé de l'ardeur, qui ne rime pas avec le mot passion, mais avec le mot ambition. Alors attention, le mot ambition n'est pas forcément péjoratif. Le mot ambition au sens d'ardeur peut être tout à fait conscient et volontaire, comme l'envie de défendre ses idées, l'envie de défendre ses engagements politiques ou même encore son élan patriotique. L'ardeur patriotique, sous forme poétique, n'a jamais été aussi présente en tant qu'état de guerre. On se rappelle tous de la poésie résistante d'Aragon, par exemple. Alors Chantal m'a répondu à ce moment « Oh oui, il faut que l'on revienne au sens même du mot ardeur, qui veut dire brûlure, brûler, le feu. » Alors je dis « Mais oui Chantal, c'est ça, le feu, l'élan, le buisson ardent, ardeur, l'élan, mais aussi bien sûr l'élan créateur. » L'ardeur est la source même de l'inspiration du poète. L'ardeur est un combat, c'est une lutte.
En tant que poétesse, j'écris depuis l'adolescence. Et tu vois, je dis à ce moment-là, Chantal, j'écris depuis l'adolescence, mais je ne publie qu'à l'âge de 40 ans, parce qu'il y a eu un véritable parcours du combattant, avec de beaux succès, mais également aussi avec des échecs cuisants, contre au refus permanent des éditeurs. Donc, à ton avis, lui ai-je dit, il n'y a pas eu que l'inspiration pour avoir envie de continuer d'écrire. Il a fallu de l'ardeur. Le feu, c'est aussi le symbole de la vie, le soleil. Rendre le dernier souffle, c'est souffler la flamme qui anime notre corps et notre esprit. Quand une lumière s'éteint, la vie s'en va. L'ardeur est donc à l'origine de tout, de la création, du désir, de la passion, de lutter, de vivre. Je suis vraiment contente que ce mot soit enfin sorti comme thème, car il est au fondement même de ma réflexion poétique depuis que j'écris. Ce n'est pas pour rien que mon œuvre traite de l'éternel recommencement, avec cet arbre, Ginkgo biloba, appelé aussi l'arbre aux 40 écus, aux feuilles d'or à l'automne, aux feuilles de lumière, de cette force qui fait que la vie a toujours l'élan de renaître et qui fait qu'à l'hiver succède le printemps et que la vie, l'ardeur, fasse que tout élément lutte pour passer de l'inexistence à l'existence de façon perpétuelle et que des héros, par exemple, prennent quelquefois d'un seul coup l'étendard en main. Chantal, motivée, me parle alors. Mais oui, la couleur qui pourrait défendre l'ardeur, ce pourrait être le rouge. Surtout qu'on a une exposition peinture, on pourrait lancer ce thème et lancer le rouge comme couleur du courage, couleur de la lutte. Mais oui, bien sûr. Jacques Brel ne disait-il pas, quand un volcan ne laisse que cendre d'une passion, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Alors le rouge, ok, pour définir la couleur de la passion. Mais il y a aussi d'autres couleurs. Je dirais que l'ardeur est multicouleur. Mon premier volume, Ginkgo biloba, a une couverture bleue. Car dans le monde spirituel, les chakras, le bouddhisme, le bleu, c'est l'expression, l'élan créateur. Et mon deuxième volume a une couverture verte, car c'est la couleur de l'amour universel, aimer soi-même pour développer l'ardeur à aimer l'autre. Je trouve aussi que ce mot d'ardeur replace très bien le poète par rapport à son œuvre. On l'oublie souvent. On lit un poème et tiens, oh, qui c'est qui a écrit ça déjà? Pourtant, le poète, même s'il ressent cet élan et cet amour universel pour partager ses écrits, il souffre, il brûle, il se consume même. Le feu est éphémère, la passion est éphémère. Je veux dire qu'après le feu, il ne reste que cendre. L'ardeur brûle, elle dépense toute l'énergie d'un être sans pour cela qu'il y ait un résultat au bout. Ne dit-on pas que Rimbaud, qu'il fut en fait le passage d'une comète dans le ciel de la littérature? Le poète est comme l'albatros de Baudelaire. Chantal m'avait cité aussi Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, qui a écrit des lettres enflammées pour le cœur d'une femme, qui n'obtiendra jamais son cœur ou que platoniquement. Il brûle parce qu'il désire, et son écriture, belle et rayonnante, n'est que pour le poète une lente agonie. Michel Berger, alors on change complètement de registre, avec l'ardeur, a su lui aussi replacer l'artiste au centre de son œuvre. À propos du pianiste, il jouait du piano debout. Et pour moi, ça voulait dire beaucoup.
On parle bien ici de l'ardeur pour être debout. Il dit aussi celui qui chante, en parlant de tous ceux qui, en se levant le matin, chantent la vie. Celui qui chante se sent grandir et sent sa force au bout des doigts. Il cherche des raisons comme nous, il se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Ou encore même, si les paroles sont liées au dramaturge américain Tennessee Williams, les paroles sont elles aussi liées à l'ardeur. Je vous les cite. Quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment, comme une envie. Ce rêve en nous, avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini, le cœur en fièvre, le feu, et le corps démoli, le poète qui se consume. Je finirai cet échange sur l'ardeur par les propos de Sophie Nolot, qui est l'une des personnes qui a choisi ce thème pour cette année. Docteur ès-lettres à l'université Paris-Sorbonne, diplômée de l'école du Louvre, auteure d'une thèse sur la nouvelle oralité poétique, écrivaine française et productrice de radio sur France Culture. L'ardeur, il est des mots qui jamais ne renoncent, des mots toujours fervents, rarement érodés, des mots droit devant, par-delà l'encoignure des siècles, des mots d'entrain, d'élan de vie, des mots tocsins qui se jouent des tourments, des mots de plein cœur qui battent dans le sang, des mots de plein vent qui affolent les voiles, des mots qui enjoignent, qui affament et ravissent, des mots jamais avares, des mots toujours brûlants, des mots à la hauteur des temps. L'ardeur est de cela dont l'énergie durable peut se dire dans toutes les langues de la terre. Des années que le printemps des poètes attise la flamme par-delà les saisons, des millénaires que les Védas célèbrent ce plein soleil. 2018, raison de se vouer à cette vitalité poétique, à cette vigueur communicative, à cette chance du poème qui ne manque pas d'audace. Alors, je vous rappelle que Mariette Le Sueur a écrit 2 recueils de poésie, donc Ginkgo biloba, premier loba, Fin de monde ancien, qui est paru en novembre 2016, et donc Ginkgo biloba, deuxième loba, Début d'un nouveau monde, lui paru le 14 mai 2017. Le sol avait tremblé toute la journée. L'homme, un peuple, était né. Il vivait constamment dans l'obscurité. Il ne connaissait guère la clarté. La fleur du monde n'était pas encore née. Il l'attendait sans s'étonner. Il avait prié Dieu les yeux fermés en murmurant des chants parfumés. Tous entourèrent cette colline. Les cœurs tout embaumés de tendresse devenaient mandolines. Ils étaient en faiblesse devant la grandeur de l'événement. Ils tapaient avec des bâtons le sol fortement. Formant une eau ronde, ils dansèrent autour du mont. Les flambeaux, les flammes à voix de crécelle crachaient au moindre geste des sons et des oiseaux de feu battant de l'aile. Le sous-sol et la colline grondèrent plus fort. Quelque chose allait sortir, ils l'appelaient à l'effort. Sans limite se dessina une faille. Un faisceau dans la nuit fit une entaille. La peau de ces hommes comme la paille, si pâle par le froid, brûlait et noircissait en proie aux premières caresses de multiples mains chaudes et de bras invisibles qui les tenaient en ivresse. Un prophète, par la mélodie d'une ode, ouvrira de même dans une ère à venir à l'homme ses bras pour un meilleur avenir. Ils exprimèrent diverses chansons et sans comprendre, elles se mirent à l'unisson. Un joyau venait d'apparaître, ils contemplèrent. La montagne craqua, ils s'assirent. Des rayons sortaient un à un, lentement, et le reste du corps s'éleva doucement.
Longtemps, il resta attaché à son cratère, à la terre-mère qu'il avait enfantée. Dieu coupa le cordon de fierté, et la boule de feu, se levant, guidée par le vent, dans le ciel si bleu maintenant, vint se fixer au point culminant. On l'appela Phœbus, soleil. Surpris, tout sûr au même instant ce mot à l'esprit. Soleil fut créé pour faire admirer sa mère, adorée. Dans les draps des prairies, souvent il vient rejoindre sa mère attendrie. L'homme, pour garder leur intimité, se mit à fermer les yeux avec sérénité. La création fut si belle que Dieu la fit renaître éternelle jusqu'à ce jour sans cesse. Dans l'obscurité, l'homme était en détresse. Il décida à partir de cette nouveauté de le faire vivre dans la clarté. Après tout, le danger est impossible. Soleil est comme le Créateur, inaccessible. Alors ça, c'était un petit texte pour vous montrer l'ardeur à vivre, l'ardeur à renaître et l'ardeur de la lumière et du soleil qui renaît. Un autre visage de l'ardeur, comme ce que j'y disais tout à l'heure, c'est l'élan créateur, c'est l'ardeur qu'il faut avoir dans l'écriture, la décision. Tous étaient là. Verlaine, assis sur le lit, là, jouait avec un bilboquet usé. Rimbaud, désabusé, faisait tourner d'un doigt pertinent sur le globe terrestre les océans et les continents et réalisait le tour du monde en 5 secondes. Apollinaire, austère, au visage d'albâtre, faisait semblant de lire une lettre. Prévert arrosait une plante froissée. Hugo réfléchissait et continuait malgré tout au milieu de ma chambre, la force ayant fui tous les membres, à faire les 100 pas. Moqué, insulté, mon envie d'écrire allait au trépas. L'heure était grave, mon crayon était devenu une épave. Assise à une table, je ne savais plus à quoi songer, et je les regardais, résignée, sans bouger, n'ayant en moi plus aucune confiance. Je leur avais tiré ma révérence. Pour me remettre sur le bon chemin, Hugo me citait quelques vers sans fin. Rimbaud et Mallarmé m'éclairaient de symboles et d'images, et Apollinaire me narrait l'amour et ses mirages. Il m'encourageait ainsi, sans désespérer, mais plus rien ne m'inspirait. Honteuse, je n'osais plus sourire, ou même me manifester, quand ils étaient dans le calcul des syllabes embêtées. Et lorsqu'ils reprenaient le vers et de nouveau comptaient sur leurs doigts pour ne plus douter. Aucune interruption pour maintenir en suspension mon intention et mon imagination, pour ne point perdre mon don de création. Ils me donnaient tout ce qui était en leur pouvoir, en s'appliquant avec espoir à éviter la rupture du fil de l'inspiration. Ils aboutissaient au fur et à mesure au succès de leur intention. Alors, au-dessus de nous, une lumière, une étoile rayonna altière. Nous étions sous sa protection. Parfois, elle faisait entendre un souffle d'admiration, de contentement ou d'approbation, et brillait alors avec plus d'affirmation. Puis soudain, comme revenu d'une illusion, je leur dis tout à coup sans une hésitation, « Mais en quoi est-ce important, utile? Où cela m'amènera-t-il » Tous furent interdits. Ils pouvaient à chaque instant disparaître de mon esprit, s'effacer dans le néant et dans l'oubli. L'étoile perdit une grande partie de son éclat, s'affaiblit et vacilla. Hugo, le regard effaré, suppliant, les yeux brillants, me répondit avec douceur et patience. « Cela deviendra important par ta simple croyance. » Tous m'entourèrent et un à un me parlèrent.
Verlaine. C'est nécessaire pour Dieu, pour la vérité, Rimbaud. Nécessaire pour l'humanité, Hugo. Pour ne point haïr, pour l'humilité, Prévert. Pour montrer que la liberté de l'esprit existe. J'entendais ainsi par cette liste les 10 commandements de la poésie. Hugo. C'est fini? Ou on continue dans l'hérésie? Non, mes questions, j'ai déjà oublié. Et ma croyance, c'est pour de bon éveillé. L'étoile s'enflamma vivement et flamboya intensément. La plénitude revenait en lenteur, en contemplant, illuminé de bonheur, la féerie puissante de cette lumière éclatante. Ils se regardèrent ravis et dirent sans gêne: nous avons réussi avec aubaine. Personne ne pourra plus jamais l'éteindre par haine, même Dieu le ferait avec grande peine. Il m'avait sauvé des athées de la création et rendu plus forte qu'autrui et ses émulations. Aujourd'hui, je suis consciente vers quelle gravité j'allais errante. Leur venue était importante pour répondre à mes attentes. Cette visite, mise au point définitive pour la rédemption de mon âme, fut décisive. Il faut simplement croire pour être vraiment, et faire naître des espérances nouvelles. Non pour ce qui en ce monde actuel, il n'y aurait aucune résonance, mais pour ce qui sera dans la future existence, c'est-à-dire l'avenir. Soyez étonnés, rien n'est jamais abandonné, car tout est à poursuivre et à utiliser pour mieux vivre. Les bourgeons donnent naissance aux fleurs, qui elles-mêmes donnent naissance aux fruits. Tout finit un jour par mûrir, pour offrir à l'arbre de la connaissance un nouveau fruit et plus de confiance. L'oiseau fait son nid, sachant qu'il apportera ensuite au ciel d'autres chants. Tout élément prend au cours de son existence une importance. L'arbre grandit pour accrocher le soleil à sa branche d'éternité, et à l'âme du poète dit, fait de même pour accéder à la divine clarté. Merci. Alors j'ai commencé cette scène ouverte pour bien sûr remettre le flambeau à d'autres intervenants. Et je vois, Jean-Marc, tu es en train de te... C'est Reine, voilà. Ne vous disputez pas le micro. Reine, merci, je te laisse le micro. Bonsoir, je me suis amusée à vous faire quelque chose. Ardeur, ardeur. Regardons et admirons skieurs, fondeurs, patineurs, coureurs, buteurs, tireurs, qui finissent avec ardeur et deviennent médailleurs. Le bébé nageur, le plongeur, le brasseur, le poisson globeur sortent avec ardeur des profondeurs. Laboureurs, agriculteurs, cultivateurs sont d'ardeur travailleurs. Sans réfléchir, coureurs, zingueurs, carreleurs, ajusteurs travaillent avec tant d'ardeur. Écoutons et regardons avec ardeur ce que font les chroniqueurs, les commentateurs, les monteurs, les acteurs, chanteurs, cadreurs, qui nous rendent rêveurs. Car l'ardeur nous montre docteurs, masseurs, soigneurs, accoucheurs. Et l'ardeur des oiseleurs, ciseleurs, conteurs, siffleurs. Le voleur, l'arnaqueur, le cambrioleur vous détrousse avec ardeur. Et avec quelle ardeur le ronfleur importune, le dormeur et le doux rêveur. Vous, cambreurs, chausseurs et cireurs, chaussent nos pieds avec tant d'ardeur. Et tous ces travailleurs montrent de l'ardeur dans leur labeur. Un tout petit peu plus haut. Voilà. Ah, oui, c'est bon là.
Alors, je voulais d'abord signaler que le poème que vous avez entendu juste avant, Fêtons l'ardeur, est de Rennes, et donc elle nous a intéressés à l'exercice d'un poème sur une rime, et c'est toujours rigolo. Je voulais dire aussi que le spectacle que vous avez vu tout à l'heure avait été mis en scène par Jean-Claude. Hein, et donc, il a fait beaucoup d'efforts. Mais voyez-vous... Et voyez-vous, il m'apparaissait un petit peu, comment dirais-je, un petit peu incomplet de faire une soirée dédiée à la poésie sans évoquer le maître absolu, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Alors, en ce jour où nous fêtons les femmes, je crois que nos amis, d'ailleurs, à la Sage Géliot font un grand spectacle là-dessus. En ce jour où nous fêtons les femmes, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mon choix. Lorsque Molière écrit Les femmes savantes, c'est bien sûr pour montrer le ridicule de certaines situations. Nous avons toujours connu dans toutes les sociétés des snobs. Pour les amateurs d'écriture inclusive, les snobs.e.s. Voilà. Mais Molière, lui, là, il a senti qu'un certain mouvement se développait parmi les femmes de la société. La preuve en est que nous aurons Madame de Sévigné, nous aurons des femmes qui vont bien marquer la littérature à cette époque-là. Et comme toujours, face à ces mouvements, eh bien, il y a des vieux réacs. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer l'ardeur d'un vieux réactionnaire. C'est l'ami Chrysale. Ici, nous avons 3 plantes qui vont donc symboliser un petit peu mes amis. Nous aurons cette plante-là, ça sera mon épouse. Nous aurons cette plante-là, ça sera ma fille. Et nous aurons cette plante-là, ça sera ma sœur. Voulez-vous que je dise, il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folle vont vous traite, et j'ai fort sur le cœur. C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites-vous d'étranges enconduites. Vos livres éternels ne me contentent pas, et or, un gros Plutarque à maître ami Rabat, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. M'ôter, pour faire bien, du grenier de Séant, cette longue lunette à faire peur aux gens, et son brimborion dont l'aspect importune ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune. Et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous, où l'on voit aller tout sans dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie, doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de choses. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur docte entretien et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, et séant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde.
Les secrets les plus hauts s'y laissent se concevoir. Et l'on sait tout chez moi, hors ce qu'il faut savoir. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. On sait comme font Lune, Vénus, Saturne, étoiles polaires, Saturne et Mars, dont je n'ai point à faire, mais on ne sait comment va mon pot, dont j'ai besoin. Mes gens, à la science, aspirent pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. Une pauvre servante, au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point affectée. Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas à cause qu'elle manque à parler vos jeux-là. Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse, car c'est comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Je n'aime point séant tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, par ses vers, vous a tympanisé. On sait ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Alors, c'est Ahmed, c'est un poète soudanais qui nous a fait un joli poème à l'occasion du Printemps des poètes l'année dernière. Il nous a émus et c'est pour ça que ce soir, on a voulu le relire une autre fois. المواقف كالعواصف تهب فيتساقط على إثرها أوراق وأقنعة وضمائر لا تحسد أحدا فالقمة تتسع للجميع وخزائن الله لا تنفد فكما أعطى غيرك سيعطيك لا تبكي على دهر قد ضاع العمر فيه ولكن أبكي على بشر قد خاب الأمل فيهم عليك أن تصدق بأن أحد هدفك قابلة للتحقق فعندما تؤمن بذلك فإن عقلك سيبحث عن وسائل تجعلها تتحقق فلا تجعل التردد يحزمك لا تجحد نفسك لتكون مثاليا كن غير سيء وهكذا يكفي إننا في غابة تسرح فيها الذئاب طليقة في أثواب إنسانية الكثير منا لا يبتعد كرها بل ألما والكثير منا لا يتغير عبثا بل قهرا ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك وما ليس لك لن تناله بقوتك العجب من هذا الزمان بين القرباء أبدو قريبا وبين أقاربي أبدو قريبا Traduction. Exhortation de sagesse. Et les principes et les positions des hommes sont comme les tempêtes qui soufflent et font tomber les feuilles, les masques et les consciences.
Ne soyez pas jaloux, ne soyez jaloux de personne, car le sommet est assez vaste pour tous. Et les trésors de Dieu sont inépuisables. Comme il donne à autrui, il te donnera. Ne pleure pas le temps perdu, mais plutôt les hommes décevants. Il faut croire que tes objectifs peuvent se réaliser, car si tu crois en cela, ton cerveau cherchera alors les moyens pour y arriver. Ne laisse pas l'hésitation t'abattre. Ne t'épuise pas à être exemplaire, mais ne sois pas mauvais, et cela suffit. Nous sommes dans une jungle où les loups vaguent librement en habits humains. Beaucoup d'entre nous ne s'éloignent non par contrainte, mais par douleur. Et beaucoup ne changent pas par hasard, mais par contrainte. Ce qui est à toi te viendra malgré ta faiblesse. Et ce qui n'est pas à toi, tu ne l'obtiendras pas avec ta force. Étonnante cette époque, parmi les étrangers, je me sens proche, et parmi mes proches, je me sens étranger. Nous avons là une pure merveille et j'espère bien qu'on pourra nous le faire tout répéter l'an prochain. Bon. Il y a Jacques qui nous demande de dire en 2 mots de quoi est faite la poésie arabe. Ah bah vas-y. Alors, je voulais juste vous dire rapidement que moi, je suis berbère jusqu'à 7 ans. J'ai appris l'arabe à l'école comme le français. Et je trouve que la poésie arabe est très, très forte. Vraiment très, très forte. Dans l'image qu'il donne, les mots, ils sont très imagés. Et parfois, c'est des vers qui sont composés et qui ont une terminaison qui a la même sonorité. Et parfois, aussi, c'est le global qui donne une certaine sonorité. Donc, c'est un peu difficile de cerner la poésie arabe en quelques mots, mais en tout cas, elle est très imagée et très forte. Et d'ailleurs, dans une note de la CIA à propos de la guerre de l'Irak, il y avait un responsable qui a fait une recherche pourquoi les gens ils étaient vraiment des grands soldats combattants. Ils ont trouvé que le pouvoir de la parole et de la poésie pour mobiliser, les chefs, c'était des grands poètes. Et le pouvoir pour mobiliser, c'est un pouvoir énorme. Et donc la poésie a un grand pouvoir. Je voulais rappeler à tout le monde, avant de passer la parole à Séverine, hein, je voulais rappeler à tout le monde que nous avons samedi prochain, 10 mars à 15h, à la salle Bourdeux, au-dessus de l'Office de tourisme, un atelier poétique, un atelier d'écriture poétique, l'escargot poète, animé par Philippe David Maufra. Entrée absolument gratuite et rire garanti et chef-d'œuvre de chacun à la sortie. Samedi prochain, en soirée au centre social La Haute, c'est pas samedi prochain, c'est le samedi d'après, le 17, oui, samedi 17 au centre social La Haute à 20h30, notre grande soirée poétique de fin du Printemps des Poètes. Et d'ici là, je vous invite aussi à aller sur le blog de notre ami Cédric pour voir toutes les dédicaces qui se passent chez lui. Séverine, c'est à toi. Oui.
Quelqu'un peut m'aider? David, Tom, tu vas? Est-ce que je louche? Ah, voilà. Excusez-moi, je suis encore petite. Malgré la soupe, ça n'a pas marché. Je vais vous lire quelques poèmes que je suis poète à mes heures perdues. Celui-ci s'intitule « Souvenirs emportés par la mer ». Je me souviens de la mer agitée. J'étais submergée, éblouie par tant de beauté. D'un bleu gris, elle me paraissait infinie. Je me souviens de ces vagues frappant les rochers, de sa force d'où s'échappe un chant. Je me souviens de ces vagues épousant le sable, poussière dorée, de tous ces coquillages tressés tel un tapis, de toutes mes heures passées à admirer sa robe étincelante, brillante, de mille feux au soleil. Elle était si immense, si puissante, qu'elle avait le don de me troubler, de m'apaiser. Je me sentais si bien à l'entendre, la voir et la toucher. Là-bas, à l'horizon, à l'infini, où les vagues jaillissent, pour te dire, de les suivre vers l'évasion, le vent souffle, me pousse à m'envoler et me fouette à vouloir résister tel un arbre. Là-bas, le ciel mouvementé te murmure de prendre ta liberté. Là-bas, la solitude te domine, te remplit d'énergie pour donner le meilleur de tout, de toi. Danse endiablée. Mon corps, mon esprit sont envoûtés par le rythme de la musique. Il me suffit de fermer les yeux pour qu'elle m'emporte tel le vent soufflant, pour qu'elle entre en moi. À cet instant magique, c'est comme si je dansais, mon esprit est ailleurs. Elle m'entraîne si bien que je ne peux suivre toujours son mouvement. C'est une danse endiablée, un tourbillon sans fin, une tornade où la réalité n'a plus sa place. Elle me donne la sensation d'une ivresse, de bien-être. Chaque geste, chaque pas a un sens qui lui appartient. Tous les mouvements de mon corps suivent sa cadence, parfois lent, parfois rapide. Je suis comme envoûtée par toi. À cet instant, le regard des autres n'existe plus. Seule la musique compte. Mon esprit libéré de toute pensée a alors rejoint le tien. Il suffit simplement de te regarder pour que nos mouvements soient coordonnés. Nos gestes expriment bien plus que des mots notre passion pour la danse. J'ai comme la sensation de ne plus pouvoir contrôler mes pieds. Ils bougent d'eux-mêmes au rythme de la musique. Le temps est comme suspendu. Jamais je n'ai ressenti un tel bien-être. Plus rien n'existe à part cette musique. Je puise en elle de l'énergie, de la force qui m'a envahi, me libère de tout stress. Mon être tout entier est pris par la danse de façon ardente. Envoûtement. Je vole vers toi. Je vole sur ton cœur. Sorti de ma chrysalide, je m'envole, comme ce papillon éphémère, pour goûter au bonheur éternel. Sur ton chemin, je me suis posée. Je vole pour te suivre. Je m'envole dans nos souvenirs, pour en créer de plus beaux devant notre avenir. Je vole et survole sur tes charmes, comme ton regard me désarme. Je vole à toi pour me dévoiler, me dénuder. Je vole à toi pour t'offrir mes plus belles intimes parcelles de mon corps, éveillant le désir mêlé au plaisir charnel. Je vole à toi pour que tu t'inspires encore, pour que tu sentes mon odeur corporelle, pour humer et caresser ma peau douce. Je vole pour être libre de t'aimer. Et enfin le dernier, plateau de Bénou. De Bénou ? Du Bénou.
Excusez-moi. Ah, en plus, je l'ai bien dit. Je l'ai bien écrit. Aujourd'hui, mon instinct m'a emporté une nouvelle fois, de plus, le long du Gave. Cet endroit réveille mes 5 sens. Je marche sur l'herbe d'une clairière afin de m'approcher du cours d'eau pour effleurer et toucher les rochers. Je me trouve non loin d'un moulin, encore intact, pour y fabriquer du pain artisanal. J'ai partagé un moment agréable avec le jeune meunier qui m'a fait découvrir les différentes farines. Je poursuis ma balade sur un chemin jonché de feuilles mortes et de cailloux de toute taille, se dressant comme un tapis devant moi. J'admire les fleurs qui le parsèment de chaque côté. Je sens l'humidité de la forêt ombragée comme une odeur de cèpe. Les fougères d'un vert tendre se cachent parmi mes amis les arbres. La mousse verdoyante et fraîche pousse sur la roche. Les rayons du soleil transpercent les conifères comme un jeu d'ombre chinoise. Non, comme un jeu d'ombre chinoise dans cet univers dans lequel je me fonds. La plénitude s'éprend de moi. Comme un feu ardent, mes yeux sont émerveillés devant ces papillons blancs ou tachetés. L'un d'eux se pose délicatement sur ma main en une fraction de seconde, puis il virevolte autour de moi comme un signe de la nature de continuer mon chemin. Je me sens en symbiose avec elle. Eh bien, bravo Séverine. Alors, c'est Hélène qui va nous accompagner un petit moment. Hein. Le temps qu'elle se déplace, je rappelle que vous avez à l'entrée des bulletins d'adhésion de l'association Livres sans frontières. Nous serions très heureux d'être rejoints par plusieurs d'entre vous pour continuer notre chemin. Hélène, c'est à toi. Bonsoir. Alors j'ai deux poèmes sur l'ardeur. Un qui est de Victor Hugo, qui va suivre justement le poème de notre jeune ami arabe, puisque ça s'appelle Les djinns. C'est l'ardeur du vent. Alors je commence. Murs, villes et ports, asile de mort, murs gris où brise la bise, tout dort. Dans la plaine naît un bruit, c'est l'haleine de la nuit. Elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence sur un pied danse au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit. C'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font, fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe, et l'ombre de la rampe, qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est l'essaim des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs qui leur sol fracassent craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau, lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Ils sont tout près. Tenons fermée cette salle où nous les narguons. Quel bruit dehors, hideuses armées de vampires et de dragons. La poutre du toit descellée ploie ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Cris de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim, poussé par l'aquilon, sans doute au ciel s'abat sur ma demeure. Le mur fléchit sous le noir bataillon, la maison crie et chancelle penchée, et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'il chasse une feuille séchée, le vent la roule avec leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve,
de cet impur démon des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles meure leur souffle d'étincelles, et qu'en vain l'ongle de leurs ailes grince et crie à ces vitraux noirs. Ils sont passés, leurs cohortes s'envolent, et fait à leurs pieds cesse de battre ma porte de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit de chaises, et dans la forêt prochaine frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de feu pliés. De leurs ailes lointaines, le battement des croix, si confus dans la plaine, si faible que l'on croit ouïr la sauterelle, crier d'une voix grêle ou pétiller la grêle sur le plan d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore, ainsi des Arabes qu'en sonne le corps, un chant sur la grève pour instant s'élève, et l'enfant qui rêve fait des rêves d'or. Les djinns funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres, pressent leurs pas. Leur essaim gronde, ainsi profonde, murmure une onde qu'on ne voit pas. Ce bruit vague qui s'endort, c'est la vague sur le bord, c'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort. On doute, la nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe, l'espace efface le bruit. Alors c'était l'ardeur, selon Victor Hugo. Et je vais vous lire un poème de Samy Louve, notre amie paloise, qui est sur la femme. Je lui ai demandé la permission de le lire. Lumineuse. Sur la terre d'argile, quelques larmes de femme vivante s'écoulent, creusant le lit de celui qu'elle enfante. De ce corps et de cet esprit nourri sur la glaise rougie par le lien qu'elle tient dans ses mains. Elle offre la vie à celui que de tout temps nous nommerons Adam. Ève, fille éternelle de la terre et du ciel, messagère de l'oubli, mère des hommes et de toutes celles qu'elle porte en elle. Combien de souffrances après les croyances et autant de déni, sous le pommier où à l'origine la longue chevelure déployée couvrant le corps du nouveau-né. Il te juge matine, incarnant le péché, quand tu es le souffle et l'espoir et notre destinée, lumineuse mère, que l'on tient pour incendiaire. Des mots et des fautes ici-bas, quand le murmure de ta voix présente au monde l'enfant roi. Ta douleur accomplie, tu rêves et tu ris sur cet amour d'une existence à l'infini qui a pour nom humanité. Louve, c'est notre ami Oryx qui va venir nous donner quelques petites interprétations. Bonsoir, c'est bon, tu peux y aller. Bonsoir à tous. J'ai pas, vas-y, laisse ça. J'ai pas l'habitude de parler, enfin au micro aussi, mais pas parler généralement. Donc, je voulais, je sais pas si ça se dit, un hommage, ça. Donc à Mariette qui m'a invité. Oh, c'est bien, ça résonne bien. Donc à Mariette ce soir qui m'a invité. Donc je vais vous lire, enfin du moins essayer de lire Injustice que je ne connais pas. Hein, je l'ouvre en même temps que vous, quoi. Donc, je vais commencer Injustice, et puis si je vous donne pas trop de mots de tête, je vous dirai peut-être Désolation, hein, tant qu'à faire, autant continuer dans dans le mauvais. Donc, Injustice. Putain, j'arrive à lire. Le ciel tout à coup s'assombrit par la venue d'une éclipse. Ma vie tout à coup s'assombrit par la venue d'une injustice. L'obscurité et le mal régnant
Une ronde de monstres répugnants danse autour du cercle noir immonde. Je suis seul au soudain dans le monde. Leur langage est celui des insectes, leur langage est celui des vipères infectes, leurs paroles vicieuses sifflent la bise du flot continu de leur mépris qui s'éternise. Leur sourire piquant et brûlant reflète à tout moment Léviathan, destructeur et cinglant, la vision du bonheur qu'il observait constamment. Ce Nabuchodonosor exile dans une pensée inconnue les amis chers par une rumeur mensongère ainsi venue. Injustice, injustice, tu n'es qu'une éclipse. La haine comme un ver finira par vous ronger au travers. J'ajouterai à ce vers les miens, pour qu'il ne reste de ces démons rien. Orgueil, jalousie, être sans gêne, pourriture des bas-fonds, ombre qui se morfondent dans le fanatisme sans peine, pour harceler l'innocence d'une mine hautaine et d'une prudence arrogance. Vous ne lécherez pas mes larmes, vous n'aurez pas ce que soif réclame. Vous avez de ces formules magiques qui transforment l'estime accordée en rancœur tragique. Les regards attentionnés s'effacent, les êtres aimés, agacés, se tournent vers d'autres espaces. Regardez ce rituel fatal avec une impuissance totale, s'interrompre l'essoufflé dans les nuages du silence, se noyer dans l'hypocrène, se faire battre à Tracymène. Mais se débattre malgré l'ignorance, malgré les déviances guidées par des mauvaises influences, ces êtres chers qui désormais tournent le dos, le passé à bon dos. Retournez le cercle, il faut retourner le cercle, il faut voler les cœurs avec férocité, mais pas ce qu'ils contiennent, l'amitié. La vérité se diffusera dans l'obscurité, elle mitraillera par les rayons de sa clarté le cercle noir de tous côtés. Les mauvais sorts se briseront, les mensonges tomberont. Une hymne à la joie s'élèvera, alors jusqu'aux cieux, parler de cette réussite et réjouir Dieu. Je vais me permettre désolation, si c'est pas trop. Désolation. Au cimetière des saisons, l'été, dans un tombeau de feuilles de feu teinté, s'était apaisé sous le regard tracassé des tournesols désolés. Les pies plus forts avaient jacassé, et les raisins rouges s'étaient étiolés. Par tous ces soupirs, dans l'air libéré, le vent frais fut soudain restauré. Voilà, merci. Vont venir l'un après l'autre interpréter des petits poèmes de Simon. Simon qui est parti au paradis des poètes il y a maintenant déjà un petit moment. Hein, et Simon a été vraiment une lumière pour nous. Hein. C'est son papa qui jouait de l'accordéon tout à l'heure. Merci Jean-Marc de le signaler. Je pensais qu'on ne pouvait pas finir ou faire cette soirée de poésie sans cet hommage à Simon Laïtête et son ardeur de vivre, lui qui est mort à 20 ans, mais qui avait un tel souci de transmettre la vie à sa façon et avec ses possibilités. C'est pour ça que j'ai choisi le poème qu'il a intitulé « Grand-père ». Un beau jour, j'irai à la montagne pour me rappeler de ton estive où tu m'emmenais. Tous deux ensemble, nous y passions plein d'agréables jours ensoleillés, illuminés. J'en suis certain, pour un moment, je te rejoindrai. Grand-père, je t'ai aimé pour toute la vie. Oui, décédé, tu m'as manqué et je suis triste. Je t'aimerai, je penserai à toi à vie. Tu as laissé tous tes objets dans la bergerie, dans la maison. Mais ce bébé, oui, il est né, vive la vie. C'est ton portrait,
ce nouveau-né aux yeux jolis. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément. Un peu, c'est rare, et beaucoup, tout le temps. Passionnément et dans tout mouvement. Il est caché derrière ce un peu bien sage, et dans beaucoup, il bat sous mon corsage. Passionnément, n'endort pas davantage que mon amour au pied de mon amant et mon baiser sur son visage. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément. Louise de Villemorin. Je suis, El Hassan, très émue toujours par la poésie arabe. Les traductions me bouleversent toujours. Et j'aime beaucoup celle de Tahar Ben Jelloul. Sur le sein nu d'une jeune fille endormie, le matin s'est lentement posé. Une caresse, un baiser défendu à l'insu de la nuit, retirant l'étoffe du songe. Sur l'épaule, la blanche écume du jour, souvenir de l'ultime étreinte, brûlure d'un souffle délicieux, silencieux, corps solitaire que la lumière soumet, nudité fière, enlacée par la chaleur, en cet océan de sable secret. Point de douceur en cette passion sans témoin. Le feu et la langue lèchent les pieds et la roche. Le genou légèrement plié donne de l'ombre au ventre lisse et ardent des sables. Et moi, je veille sur la colline, la poussière du temps sur les paupières, sur le désir. Voilà. Alors, je crois que maintenant, c'est Patrice qui va venir nous entretenir. Allez, Patrice. Bon, merci. Peut-être, oui. Bon, merci beaucoup. En tout cas, alors c'est peut-être un sujet qui a mes faveurs, mais qui n'est pas prévu au programme peut-être, d'autant qu'on associe d'autant moins ce mot à la poésie. Il s'agit de drapeaux. Enfin, les drapeaux, on les associe à l'ardeur. Tout à l'heure, Mariette nous a parlé de l'ardeur. Alors, si on commence à parler de l'ardeur dans les drapeaux, on sait où ça commence, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Alors, on va parler de drapeaux et de la poésie, parce que ça existe aussi. La poésie, elle est aussi la fille de l'utopie. Alors, je vais vous raconter une histoire de petite fille, de rêve, de poésie, et de drapeaux et de pays. Ça se passe dans ce pays qu'on appelle maintenant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les années 1970. Une jeune fille qui était née elle-même en 1956 dans un petit village forestier du sud de la Papouasie. Alors il faut savoir que la Papouasie, c'est la partie sud-orientale de l'île qu'on appelle la Nouvelle-Guinée et qui était sous administration britannique puis australienne, le nord ayant été allemand, c'était la terre de l'empereur Guillaume, et puis l'ouest qu'on appelle l'Irian Jaya maintenant, indonésien, qui était néerlandais. Donc,
Dans les années 1970, eh bien, le pays évolue doucement vers une autonomie, puis plus tard vers l'indépendance en 1975. Mais revenons à la vie de cette enfant. Elle s'appelait Suzanne Karike Uhumé. Donc, tous les jours, elle allait à l'école et le soir, elle revenait vers la case de ses parents. Mais avant, elle faisait un petit détour, toujours, par la forêt qui était toute proche. Et dans la forêt, elle adorait observer le bruit des oiseaux, le bruissement des feuilles, les couleurs, et elle avait toujours avec elle un peu de papier, quelques crayons de couleur, car elle adorait dessiner, et elle adorait dessiner des drapeaux. Oui, dans la forêt de Papouasie, une petite dessinait déjà des drapeaux. Alors, les parents, eux, ne l'entendaient pas comme ça, parce que dès que l'on découvrait ses dessins, et qu'il s'agisse de drapeaux, d'arbres, d'oiseaux, eh bien, le père déchirait tout. Il disait, c'est pas comme ça que tu vas continuer avec tes études, il faut aller plus loin. Tu comprends, une gamine qui ne sait faire que des gribouillis avec de la couleur, ça va pas du tout. Bien, alors elle, de plus en plus discrètement, elle faisait toujours son petit tour dans la forêt, et puis elle cachait ensuite ses créations. Bon. Plus rien, pas de vague à la maison, à la case, tout va bien. Jusqu'au jour où l'administration australienne et papouasienne, puisqu'on dit papou pour l'ethnie, les habitants, mais papouasien pour la citoyenneté, c'est comme les Finnois et les Finlandais, eh bien, on annonce le pays va devenir dans quelques années une république indépendante. Donc, on cherche un drapeau. Et maintenant, vous allez tous vous mettre à dessiner des drapeaux. Un concours est lancé. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde peut y participer. Alors, notre Suzanne se lance dans la conquête des idées, l'inspiration, et elle s'isole plus que jamais dans le silence, dans la forêt. Là, elle entend la nuit tombante. La nuit tombante, le silence de la nuit, on va mettre du noir. Puis le noir, c'est bien représentatif aussi de mon pays, de sa culture. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce sont des Mélanésiens, comme le dit le mot en grec, mélanos, les îles noires, avec la peau foncée. On va mettre du noir. Mais sur le noir, on va mettre aussi de la lumière. C'est-à-dire, on va y mettre des petites étoiles et on va dessiner la Croix du Sud, un peu sur le modèle du drapeau australien, mais adapté à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, du noir et du blanc tout seul, c'est un peu triste. Dans la forêt, il y a ces oiseaux, ce magnifique oiseau de paradis. Je rêve. On va mettre du rouge, l'ardeur, et puis l'ardeur, on y est. Et puis en jaune, l'oiseau de paradis qui déploie ses ailes. Un beau rêve. On met le dessin dans une enveloppe. Elle met le dessin dans une enveloppe. Elle avait acheté un timbre, discrètement. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Suzanne ?»« Rien du tout, j'ai fait un petit tour. » comme ça. Et elle avait mis déjà son dessin à la poste, à la boîte aux lettres. Et voilà que quelques semaines plus tard, alors qu'il n'était plus du tout question de dessin à la maison, tout allait bien, voilà des hommes en uniforme qui approchent de la case des parents. « Bonjour, oui, que se passe-t-il ?»« Ben, votre fille, oui, qu'est-ce qu'elle a, notre fille ?» Mais votre fille a fait un dessin qui a été sélectionné et qui va devenir le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de l'indépendance en 1975. Voilà, donc c'est ainsi que la vie d'une petite fille de la forêt a croisé l'histoire avec un grand H, a croisé le rêve aussi. Et voilà un drapeau qui est tout à fait, peut-être dans le rêve, dans l'ardeur aussi, mais bien loin de toute idée de conflit et de confrontation. Et c'est le drapeau qui flotte toujours, des années après, donc sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quant à Suzanne Karike Uhumé, elle est décédée le 11 avril 2017, l'an dernier. Elle avait seulement 61 ans. Elle a vécu aussi dans une grande discrétion et elle est morte dans la même discrétion. Et d'ailleurs, elle n'a même pas eu droit à, malheureusement, enfin, n'a pas eu des obsèques dignes de ce qu'elle aurait pu avoir. Elle est partie. Elle s'est envolée comme l'oiseau de paradis.
Merci beaucoup, Patrice, de cette très jolie histoire. Anne-Marie, tu viens. Et puis après, je te repasse la parole. Après. Oui, merci. Bonsoir à tous. Je vais vous lire un extrait de mon livre qui a été Azan, qui a été édité aux éditions La Cheminante, qui parle de l'exil. Et c'est un passage, par contre, qui parle de deux amoureux qui empruntent un chemin pour monter jusqu'au sommet de la Sierra Nevada. Et la jeune femme imagine un poème à partir de cela. Aux premières primes-vers, j'inventerai une langue et chanterai le mystère des bleuets dansant dans les blés mûrs. J'inventerai des mots pour émouvoir les pourpres courbés et caresser les raies de lune rousse. J'inventerai des lettres au goût de miel, dénouant leurs cheveux d'or noctivagues. J'inventerai le nom des pierres qui frangent les layons et frôlerai la moire des grands étangs. Je réinventerai le battement de nos veines afin que la pétulance ne s'égare dans le dédale flou des rêveries. Je réinventerai le langage des dunes et m'endormirai dans les bras du fleuve attendri. Je réinventerai la chaleur des greniers, le chuchotement des livres chargés d'encre, réchauffés par les mains du lecteur enchanté. Je réinventerai l'imaginaire des ailleurs, le parfum des roses, des sables, et me tiendrai debout sur la proue de la nef. Je redessinerai les pas dans la neige sur la sente de mes encres blanches. Je réécrirai le chagrin des poètes, et leurs larmes embrasseront les étoiles. J'imagine nos pas sur les sommets de la Sierra, et ma main dans ta main, nous écouterons le battement de nos cœurs résonner dans la plaine. Nous nous endormirons, enroulés dans le vélum laiteux, et nous nous abandonnerons jusqu'à ce que la petite mort nous surprenne, vive et douce. Nous la réinventerons et nous jouirons d'elle comme d'un vin enivrant. Nos rêves, aussi légers que les pollens d'été, réinventeront l'eau forte de nos paysages intimes, réécriront les romans des âmes éprises et de la mousse sous la glace qui espère le renouveau. Là-haut, sur les sommets, nos chimères se confondront pour ne former qu'un seul mirage, et dans le creux des roches, nous glisserons nos ex-voto. Nos mains, tendues en porte-voix, porteront notre flamme jusqu'aux portes de Grenade, à l'abri des patios de l'Alhambra, et elles feront frémir les miroirs d'eau. Les vagues brûlantes de nos cœurs feront fondre les cristaux diamantés, et des torrents de fleurs fraîches embaumeront les chemins de terre et les vastes étendues, et ils franchiront Bab el-Ramla, la porte du sable, pour rejoindre la mer lointaine, et sur l'onde ils vogueront en champs d'écume flamboyante. Nos visages tournés l'un vers l'autre, nous réinventerons le parfum du mitre, les entrelacs de l'arbre de vie, la dorure et les dentelles de marbre lustré, l'audace des fontaines de jouvence, l'exaltation des bougainvillées, et le firmament sera notre palais. Fiévreux, nous redescendrons les sentiers glissants et la vie réinventera nos utopies. Je vais peut-être vous lire un passage de l'Atelier de Sévère, qui est mon 3e roman. Il parle d'un artiste qui vit quasiment dans son atelier tout le temps. Et le matin, il se réveille, il a dormi dans son atelier, et il se réveille et il découvre la nature autour de lui. Donc c'est juste ce passage-là. L'artiste s'appelle Sévère. Sévère a travaillé toute la nuit sur une toile plus grande que lui. Le vent se lève et l'odeur subtile du lamier blanc lui parvient.
L'homme se redresse lentement, se dirige vers la fenêtre et respire profondément, s'étire et gratte sa tête. De ses cheveux retombe une pluie microscopique d'alizarine cramoisie. Le chant nocturne des rainettes vertes a cessé avec la lueur de l'aube naissante, laissant place à l'éclat des rires des grenouilles. Le concert printanier des anours et des crapauds accoucheurs venant de l'étang se mêle au sifflement clair et au caquettement rauque des sarcelles d'hiver. Au bord de la mare, les courbes élégantes du héron cendré immobile se reflètent et ondoient sur l'eau verdâtre. Ses vers le contemplent en retenant inconsciemment sa respiration, comme si l'oiseau pouvait l'entendre. Un liède semble en suspens au bout de son long bec. Sa plume nucale, comme un trait d'encre, retient l'attention de l'artiste. L'oiseau prend soudainement son envol, battant lentement et puissamment ses ailes bien arquées. Il a replié ses longues pattes et rentré son cou dans une chorégraphie somptueuse. Il se laisse emporter et porter sur la main ample de l'Aïssor. La maison et l'atelier attenant à celle-ci sont à mi-flanc de la colline. Sur la crête piquetée de pierres calcaires, il y a le bosquet et la vigne centenaire. Au loin, les champs de colza s'étendent comme des vagues de lumière, mouvantes, brillantes et joyeuses, dans leurs teintes jaunes et vertes. Le ciel semble s'obscurcir. Les orages de grêle sont fréquents, ils détruisent parfois les récoltes avant que n'arrive l'été torride qui assèche en quelques jours les rivières et brûle les prés, rendant la terre aride. Merci beaucoup. Eh bien, Mariette, après que tous tes amis t'aient rendu honneur. Voilà, un dernier avant le pot de l'amitié. Alors, je cherchais, parce que tu voulais que je lise un dernier texte, je cherchais, et je vais casser tout ce qu'on vient de faire sur l'ardeur avec un texte anti-ardeur. Tu parlais de Gaston Lagaffe l'autre jour à la radio. Voilà, on est un petit peu dans ce genre-là. Le titre, c'est « Le travail ». Il tape le marteau. On en a marre tôt. Ces cris de veau irritent le cerveau et tout se brouille. Les yeux rouillent, la langue se tord comme un ressort. La difficulté n'est pas l'effort, mais la lassitude qui vous mord, vous prend et épié, vous tire en arrière par les pieds pour vous faire tomber à plat ventre sur le nez. C'est revenir au soir d'une peau fanée, les tibias marchant sous des épaules dilatées, crachant les membres potelés comme des bâtons articulés, huilés au repas, au sein doux pour fonctionner. Déambuler comme un squelette disproportionné, souffrant même de supporter un pantalon traînant sous les talons, cousu à votre ombre par des douleurs sans nombre, que vous devez tirer et greler comme un poulet. Alors je crois que pour terminer la soirée, nous avons le verre de l'amitié. Et je voulais aussi beaucoup remercier Max qui nous a aussi ouvert la jardinerie et qui, je crois, a beaucoup travaillé. Alors merci à Max et merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait que cette soirée est un beau succès que nous te dédions, Mariette.